Bien. Bonjour mes chers collègues. Monsieur le ministre, je suis très heureuse de vous accueillir. Nous sommes réunis ce matin afin de vous entendre sur les crédits consacrés par le projet de loi de finances pour 2014 au crédit des missions Conseil et contrôle de l'État, Direction de l'action du gouvernement et pouvoir public. Comme l'année dernière, pour la clarté de nos débats, nous allons dissocier la discussion des trois missions. Nous commencerons par le rapporteur de chaque mission. Je vous propose, Monsieur le ministre, de vous donner la parole après les orateurs des groupes. Pour la mission Pouvoir public, je donne la parole à Monsieur Marc Le Fur, rapporteur spécial, pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Donc c'est la première fois que j'ai ce rapport. Très clairement, il s'agit de la Présidence de la République, des deux assemblées, du Conseil constitutionnel et de la Cour de justice de la République. Ces institutions ont des singularités budgétaires assez remarquables puisqu'elles sollicitent et elles décident de fait elles-mêmes du montant de leur budget. Elles sont partiellement soumises à l'annualité. Elles disposent de fonds qu'elles peuvent conserver et elles définissent elles-mêmes leur système de contrôle, le système de contrôle qu'elles choisissent. Alors, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que depuis quelques années, les pouvoirs publics se sont orientés vers une double démarche. La première, c'est la transparence de leur gestion et de leurs comptes. La seconde, c'est la maîtrise de leurs dépenses. Il convient de s'en féliciter à un moment où ces institutions sont bien sûr regardées et on remet en cause bien des choses. Alors, ceci résulte en particulier d'une initiative du précédent président de la République qui avait décidé de soumettre la présidence de la République au contrôle de la Cour des comptes. C'était la première fois dans l'histoire de la République. Et d'ailleurs, d'autres institutions, y compris la nôtre maintenant, se sont engagées dans cette perspective. Je mentionne également dans mon rapport l'effort de transparence de l'Assemblée nationale, qui est tout à fait remarquable, y compris ces derniers mois, puisque désormais est rendu public le rapport des questeurs sur l'exercice 2012, ainsi que celui de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes. Donc autant d'évolutions. En matière, dans le domaine de l'Assemblée nationale, je ne crois pas qu'on puisse aller au-delà dans le domaine de la transparence. Sur ce qui est des dépenses elles-mêmes, un effort général également de maîtrise et de bonne gestion a été entrepris. Bon, même si des économies supplémentaires sont encore possibles, puisque on note un souci de stabilisation des dépenses sur l'ensemble de ces institutions. Il y a une exception. Alors, c'est pas une institution, puisque elle relève des deux assemblées, c'est l'ensemble des chaînes parlementaires qui, elles, ont connu entre 2010 et 2014 une progression importante, puisqu'entre 2010 et 2014, c'est 13,8% d'augmentation. C'est une augmentation qui les singularise un peu par rapport aux autres efforts effectués par les autres institutions. S'agissant de la présidence de la République, je voudrais saluer la pratique entamée en 2011 du reversement du budget de l'État d'une partie des sommes non dépensées. Cela a concerné l'ancien président de la République avec 2,2 millions en 2011 et plus encore l'actuel président de la République en 2012, puisque le reversement était de 6 millions. D'après ce qui vient de nous être indiqué, le reversement serait de 2 millions au terme de l'année 2013, auquel il faut ajouter la moitié de la vente de la cave de l'Élysée, qui avait fait parler d'elle. Je mets d'ailleurs, pour l'anecdote, le résultat de la vente dans mon rapport. J'observe que le budget de l'Élysée a été stabilisé puisque l'augmentation en 2014 n'est que de 0,01. Alors, ceci peut s'expliquer par un certain nombre de mesures assez ambitieuses. On verra si elles sont respectées l'année prochaine, en particulier dans le domaine de la réduction des déplacements. En ce qui concerne les déplacements, il faut dire qu'il y a eu un aspect un peu de médiatisation quant aux déplacements par le rail. Retenons, pour ce qui est de l'application de la réalité, qu'en fait, l'essentiel des déplacements se sont faits par l'avion. Ce n'est pas un élément critique de ma part, mais c'est pour relativiser les éléments touchant à la médiatisation conséquente qui avait été faite sur les déplacements au rail. En fait, c'est essentiellement les déplacements vers Bruxelles qui se font par le chemin de fer. Également une décision qui vient d'être annoncée et qui
mérite d'être signalé. Vous savez, ça avait déjà été entrepris au temps du président Sarkozy, ça a été confirmé au temps du président Hollande. Le pavillon de la Lanterne à Versailles, qui naguère était une résidence secondaire en quelque sorte du Premier ministre, a été affecté au président de la République. Maintenant, les choses sont très claires, parce que c'est sur le budget de l'Élysée. Sur une autre résidence du président de la République, des évolutions récentes sur le fort de Brégançon, puisque la solution qui a été proposée, qui me semble assez opportune, c'est de confier à nouveau le fort de Brégançon au ministère de la Culture, tout en donnant la possibilité au président actuel et à ses successeurs, donc l'avenir est préservé, on ne sait pas ce qui peut se passer, de le reprendre afin de s'y rendre. Donc on a une solution qui me semble plutôt bonne. Alors pour ce qui est des assemblées, il est à noter donc l'effort de réduction de la dépense, de stabilisation de la dépense entrepris par le président Accueillier, poursuivi par le président Hollande. Effort qui est également réel au Sénat. Bon, on n'a pas grand-chose à dire sur le Sénat, c'est un peu la tradition. J'insiste, me permet d'insister malgré tout sur un point, c'est le budget de fonctionnement du jardin du Luxembourg, qui n'a qu'un rapport lointain avec l'institution parlementaire et qui coûte 10 millions d'euros. Si on le rapporte aux 24 hectares, ça fait quand même pas mal de l'hectare. Et on peut s'interroger, est-ce que c'est bien de la vocation du contribuable national de payer l'entretien d'un jardin qui bénéficie, et même s'il est très beau, essentiellement aux résidents de la capitale. Pour ce qui est des chaînes parlementaires, alors là on note quand même une évolution qui continue à être très, très dépensière, même s'il y a des affirmations de principe pour réduire la dépense. Il y a un petit paradoxe sur les chaînes parlementaires, c'est qu'on constate, et maintenant on arrive à le mesurer, que les taux d'audience peuvent monter, c'est très clair, mais les émissions les plus regardées sont finalement les moins coûteuses, puisque c'est celles qui ne font appel ni à commentateurs, ni à journalistes, et les émissions les plus observées, on l'avait vu déjà sur un certain nombre de grandes auditions, mais on l'a vu sur le débat sur le mariage auquel un certain nombre d'entre nous ont participé. Finalement, c'est là où on a battu les taux d'audience, et tout ça ne coûte rien. Donc on a vraiment à s'interroger. Au-delà de cette interrogation, je n'ai pas grand-chose à dire. Le Conseil constitutionnel insiste beaucoup sur le fait que sa dotation diminue pour la 5e année consécutive. Elle avait sensiblement augmenté en 2009. Ceci dit, c'était assez cohérent puisque l'arrivée des QPC a produit une augmentation de l'activité très sensible. Depuis, le Conseil constitutionnel s'efforce de réduire ces dotations. On insiste pour que le Conseil constitutionnel ait une présentation plus claire pour les rapporteurs, parce que là on a une présentation un peu à la manière LOLF, qui n'est pas très adaptée à une institution comme le Conseil constitutionnel. Peu de choses à dire sur la Cour de justice de la République, qui ne coûte pas grand-chose, qui pratiquement coûte son loyer, qui un jour serait amené à disparaître, puisque cette institution n'a pas vocation nécessairement à rester à cet endroit-là. Et puis, puisqu'il faut l'exercice, c'est d'interroger le ministre sur le budget. Alors, je me permets de rappeler que le ministre, il est un petit peu comme nous, il est observateur, mais pas du tout décisionnaire sur l'ensemble de ces budgets, bien évidemment, parce que c'est la logique même des pouvoirs publics. Mais il y a un élément sur lequel je me permettais de l'interroger, c'est le devenir de la Cour de justice de la République, puisqu'il avait été évoqué des projets de suppression de la Cour de justice de la République ou des projets de réorganisation assez sensibles. Voilà, donc c'est un des rares points où on peut légitimement interroger le ministre, qui pour le reste ne peut ni être accusé ni loué d'ailleurs des évolutions que j'ai évoquées.
Merci beaucoup, Monsieur Le Fur. Je vais passer la parole aux orateurs du groupe, avec, pour commencer, Monsieur Dosière. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, je crois qu'on voit avec ce budget pouvoir public que la transparence est bénéfique, puisque celle qui s'est effectuée ces dernières années sur le budget de la Présidence de la République appelle cette année, de la part du rapporteur, un ton serein, constructif, qu'il faut d'ailleurs souligner, contrairement aux brûlots politiques auxquels nous avions eu droit l'année dernière. Et là, maintenant, les faits sont naturellement reconnus et on voit bien tous les efforts d'économie qui sont réalisés. Même si ce processus est un processus long, il faut naturellement apprendre à l'Élysée comment passent les marchés publics, comment on fait appel à la concurrence, toute notion qui, il y a quelques années, était étrangère, hein, comme le rappelle incidemment d'ailleurs le rapporteur. Donc ça prend un certain temps, il faut que les gens s'y habituent. C'est un effort lent, mais qui est suivi régulièrement par la Cour des comptes, et de ce point de vue-là, je crois qu'on ne peut que s'en réjouir. Alors, le rapporteur a beaucoup parlé des efforts faits par Nicolas Sarkozy. Bon, c'est vrai, le Parlement n'est pas tout à fait étranger à l'attitude qu'avait adoptée le président de la République concernant son budget. Je crois qu'il faut le rappeler. Ceci dit, le nouveau président de la République a fait des efforts, a poursuivi naturellement ses efforts, mais les a intensifiés en ce qui concerne les économies et le train de vie. On voit bien que là, il y a une certaine rupture entre les deux quinquennats, et donc il faut simplement, je dirais, s'en réjouir. Alors, il est vrai qu'en tout état de cause, mais ça je l'ai dit depuis longtemps, le budget de l'Élysée est un budget modeste. Il est 3 fois inférieur, par exemple, au budget du département des Hauts-de-Seine, à titre d'exemple. Bon, donc c'est pas un budget considérable, mais il est vrai qu'il est très symbolique, il est exemplaire, et donc je crois qu'on a raison, le président de la République a raison de souligner qu'au sommet de l'État, on fait des efforts, et que les efforts qui sont demandés aux Français, eh bien, ils sont également consentis au niveau de la présidence de la République. Un exemple que le rapporteur n'a pas rappelé, par exemple, les traitements des collaborateurs de la présidence de la République ont été sensiblement diminués par rapport à la période précédente, au point d'ailleurs qu'aujourd'hui, à l'Élysée, plus aucun collaborateur n'est payé, n'est rémunéré davantage que le président de la République, dont la rémunération a diminué symboliquement de 30%. Donc il y a là quelques signes, je dirais, qui sont donnés. Le rapporteur a souligné d'ailleurs une nouveauté de ce budget, puisqu'elle est maintenant officielle, c'est-à-dire que la résidence de la Lanterne est désormais affectée à la présidence de la République, en quelque sorte officiellement, mais on note que, contrairement à ce qui s'était passé durant le quinquennat précédent, cette fois-ci, non seulement l'usage est réservé à la présidence de la République, mais le coût est également mis à la charge de la présidence de la République, puisque précédemment, c'était toujours Matignon qui continuait à payer le coût de fonctionnement de la Lanterne. Donc les choses sont maintenant beaucoup plus claires. Voilà. Donc je pense qu'on ne peut que se féliciter de l'exemple qui est donné au sommet de l'État. On ne peut que souhaiter naturellement la vigilance du rapporteur pour vérifier que les efforts et les engagements pris se poursuivent. Je pense d'ailleurs que l'étape ultime de la transparence que la présidence de la République devrait réaliser porte sur la publication en ligne, sur Internet, de l'intégralité de son budget. Et là, à ce moment-là, on aurait fait la transparence totale. Il y a là-dessus encore des efforts à faire. Je ne suis pas, pour ma part, tout à fait satisfait du fait d'avoir des éléments concernant ce budget sur 10 ou 12 lignes, même si avant il n'y en avait que 8. Mais enfin, on peut faire davantage de progrès, comme l'a indiqué d'ailleurs l'Assemblée nationale, hein, puisque l'Assemblée nationale, c'est
c'est l'intérêt de ce qui s'est fait cette année en matière de transparence. Désormais, l'intégralité du budget de l'Assemblée nationale est mise sur Internet depuis le mois de juillet. Et l'intégralité, ça veut dire aussi un niveau de précision qui est très grand. Et de ce point de vue-là, c'est une attitude exemplaire, outre le fait d'ailleurs que depuis plusieurs années, l'Assemblée n'a pas augmenté son budget. Donc je rappelle qu'il s'agit d'un budget qui est unique. C'est-à-dire que c'est une particularité que l'on ignore quelquefois et dont on ne tire pas toutes les conséquences. Non seulement dans le budget de l'Assemblée, il y a tous les frais de fonctionnement liés au processus législatif, il y a naturellement tout ce qui est la rémunération des parlementaires, des fonctionnaires parlementaires, mais on y trouve également tout ce qui concerne les pensions de retraite des parlementaires et des fonctionnaires, et on y trouve également toutes les dépenses d'assurance maladie. Il y a une caisse unique. Les cotisations d'assurance maladie des parlementaires ne sont pas versées à une caisse de sécurité sociale extérieure, en dehors de la CSG ou du CRDS, mais tout ça reste à l'intérieur d'un même budget. C'est tout simplement un changement de ligne budgétaire avec des budgets annexes qui permettent d'y voir plus clair. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il faut le souligner parce qu'on n'a peut-être pas tiré assez les conséquences de ce budget, je dirais, unique. Une dernière remarque, s'agissant des chaînes parlementaires, est-ce qu'on ne pourrait pas davantage mutualiser les efforts des deux chaînes parlementaires? Écoutez, avoir deux chaînes publiques sur les activités parlementaires sous le prétexte que nous avons deux assemblées alors que le sujet, la vie politique est le même, je trouve que, bon, à un moment donné, il a fallu en passer par ces deux chaînes. Je pense qu'aujourd'hui, il y a d'ailleurs quelques efforts de regroupement qui sont faits dans les retransmissions des chaînes, mais je crois qu'on pourrait aller plus loin. Ça simplifierait d'ailleurs le téléspectateur qui, au moins, aurait une grille unique plutôt que d'attendre un certain nombre d'horaires pour savoir s'il regarde la chaîne de l'Assemblée ou du Sénat. Je pense que là, il y a sûrement des économies substantielles à faire en passant à une chaîne unique, enfin commune en tout cas, entre l'Assemblée et le Sénat. Voilà simplement ce que je voulais dire, mais ces budgets n'appellent pas d'autres, me semble-t-il, observation et bien entendu notre approbation. Merci beaucoup. Madame Dalloz. Oui, merci Madame la Présidente. Je voudrais dire à notre collègue Dosière en propos introductif que comparaison n'est pas raison. Comparer le budget de la République avec le budget d'un Conseil général, on n'a pas les mêmes missions, on n'a pas les mêmes échelles de grandeur. Enfin, j'ai trouvé ça, oui, un peu particulier. Quant à la transparence, on note, mais c'est pas récent, ça remonte maintenant à quelques années, cette volonté de transparence sur l'ensemble des dépenses de cette mission, pouvoir public. Je voudrais juste rappeler qu'on améliore la transparence chaque année, puisque vous l'avez souligné, on a maintenant les comptes de l'Assemblée nationale en ligne qui peuvent être vérifiés. Je pense que ça, c'est une vraie avancée. Il n'empêche qu'on sait que, par exemple, sur le budget de l'Assemblée nationale, je fais partie de la commission d'appurement des comptes, on peut encore améliorer l'efficience de l'euro engagé, notamment sur les loyers payés par l'Assemblée nationale. Je crois que c'était important de le rappeler. Ceci étant dit, moi je voudrais revenir sur le budget de la présidence de la République. Le rapporteur le souligne très bien. Il préconise de recentrer, d'accentuer les efforts de gestion. J'ai été étonnée, par exemple, sur les copies et imprimeurs, les copieurs et imprimantes. On peut encore réduire de 170 000 € ce poste-là. C'est quand même pas neutre. C'est un détail, mais je pense que c'est pas neutre. Donc, on peut encore améliorer, accentuer les efforts de gestion dans les domaines pour lesquels la Cour rappelle à la réalisation de progrès complémentaires. Et puis, j'ai une question. Le rapporteur s'interroge légitimement sur la réalité des économies mises en avant par la présidence. Je crois que ça, c'est important. Si l'on considère le budget de l'État pris dans sa globalité, les fonctionnaires sont reversés dans leur administration d'origine
Et donc, maintenant, le budget de la présidence ne supportera pas leurs coûts. Est-ce là le vrai gain réalisé globalement, ou est-ce qu'on a une recherche réelle d'efficience sur l'ensemble des personnels de ce poste-là au niveau de la présidence de la République? Globalement, les budgets sont quand même, on va le reconnaître, en baisse, globalement, mais on a quelques difficultés à avoir des précisions sur les niveaux de baisse par poste. Ça, c'est essentiel. On n'a pas de documentation sur la réalité des baisses. Le seul impact en progression, c'est bien sûr, vous l'avez souligné, Monsieur Dauzière, la chaîne parlementaire. Oui, il faudra envisager peut-être une mutualisation au niveau des deux chaînes. Je crois que ça s'imposera dans le temps par rapport aux nécessaires économies et au sérieux budgétaire qu'il est normal aujourd'hui de prendre en compte. Par contre, moi je m'interroge sur le fait qu'à la présidence de la République, on est dans le budget, la présidence a communiqué différentes informations. Madame Valérie Trierweiler a 2 chargées de mission, 3 assistantes pour les tâches de secrétariat. Je voudrais savoir si dans le contexte économique que nous connaissons, ce soit réellement une opportunité et que ce soit un gage de sérieux au niveau budgétaire. J'en ai terminé. Merci, Madame Dalloz. Y a-t-il d'autres orateurs au nom des groupes qui souhaitent s'exprimer? Non. Donc, je vais passer la parole à Monsieur le ministre. Et je vous la reprendrai après, Monsieur Le Fur. Oui, merci, Madame la Présidente. Sur l'ensemble de ces budgets, certains n'appelleront aucune observation de ma part pour des raisons institutionnelles, même si le débat a été naturellement légitime. Vous comprendrez que le gouvernement n'a pas d'appréciation à porter sur les observations concernant le fonctionnement des assemblées ou la chaîne parlementaire, y compris le jardin du Sénat. Concernant l'Élysée, je remercie Monsieur Le Fur d'avoir utilisé les mots qui résument, je crois, le projet de budget qui est présenté, à savoir la transparence et la maîtrise des dépenses. Je vous informe que l'Élysée va restituer au budget de l'État pour l'exercice en cours, l'exercice 2013, la somme de 2 250 000 €, 2 millions concernant le surplus de l'exécution du budget de l'année 2013 et 250 000 € qui correspondent à la moitié de la vente des vins qui ont été signalés par le rapporteur. S'agissant de ce budget, les efforts sont importants depuis plusieurs années et les objectifs restent aussi importants puisque la dotation de l'État est ramenée en 2014 à 101,6 millions d'euros, soit une réduction de 2% par rapport à 2013, et que l'objectif est de stabiliser ces dépenses à 100 millions d'euros à l'année 2015, ce qui montre bien la volonté du président à la fois de poursuivre les efforts sur les 2 points qui ont présidé à votre rapport, à savoir la transparence et la maîtrise des dépenses. J'ai bien lu dans votre rapport que l'ensemble de ces améliorations trouvaient manifestement leur origine dans les initiatives prises par le président Nicolas Sarkozy. J'ai bien compris que la foi déplace les montagnes, mais qu'elle déplace aussi parfois les chiffres, parce qu'il y a quand même eu des efforts considérables qui ont été faits sur des chapitres qui expliquent d'ailleurs la diminution de ces dépenses, à savoir principalement les transports, et je cite pour mémoire les sondages, puisque nous étions en 2011 avec 1 400 000 € de sondages dans les dépenses de l'Élysée. Néanmoins, sur la transparence, il est certain que des initiatives avaient été prises et qu'elles seront poursuivies par l'actuel président de la République. S'agissant de votre question sur l'avenir de la Cour de justice
de la République. Elle est naturellement légitime, comparée aux projets de loi de réforme constitutionnelle qui ont été déposés par le gouvernement. Je me permets simplement d'observer qu'il y a d'autres projets de loi de réforme constitutionnelle, que certains ont connu un début de parcours législatif, que le gouvernement a été contraint d'arrêter, tout simplement, puisque arrivé après la lecture au Sénat, et compte tenu des positionnements des uns et des autres et de la nécessité d'avoir la majorité des 3/5, le gouvernement aujourd'hui est confronté, mais cela peut évoluer, et je l'espère, au positionnement de ceux qui disent qu'il ne faut pas, qu'il n'y a pas de nécessité, dans le temps d'aujourd'hui, d'une quelconque réforme constitutionnelle. Naturellement, notre projet reste le même, et si les esprits évoluent, le gouvernement est disposé, mais à condition que la majorité des 3/5 soit réunissable, le gouvernement est disposé à mener à bien cette réforme le moment venu. Pas d'observation particulière sur ce que dit monsieur Dauzière, qui est un spécialiste reconnu de ces questions. S'agissant de l'observation de Madame Dalloz sur la réalité des économies, si j'ai bien compris, au fond, votre démonstration consiste à vous interroger sur le fait que lorsque on diminue les effectifs de fonctionnaires qui sont à l'Élysée, il n'y a pas de fait une économie, puisque ces fonctionnaires partent bien quelque part ou sont ailleurs. C'est ça la démonstration. J'ai envie de dire que l'observation, évidemment, peut paraître pertinente dès lors qu'on limite le raisonnement au stade de l'Élysée. Elle vaudrait pour l'ensemble des administrations dans lesquelles il y a des diminutions de postes de fonctionnaires. Personne n'a prétendu que lorsque il y avait une diminution de postes, les personnes, les fonctionnaires en question se trouvaient de fait exclus de la fonction publique. Simplement, dans un ensemble et dans une politique, je peux vous confirmer que ces gens, évidemment, ces fonctionnaires sont affectés à d'autres missions et que par conséquent, on les retrouve globalement dans la politique qui est menée par le gouvernement de stabilité de la fonction publique et que, bien sûr, de ce point de vue-là, il y a un effort. Le bénéfice de cet effort, il est collectif, il est réel au niveau de la diminution des postes de l'Élysée et globalement se retrouve naturellement au résultat de la stabilité des postes dans la fonction publique de l'État. S'agissant de votre observation plus particulière sur la situation des personnes qui sont chargées de répondre aux courriers que les Français envoient d'une manière spontanée à la campagne du président de la République, je peux vous dire que ni sur la pratique ni sur les moyens, il n'y a de rupture de ce point de vue-là avec la situation précédente et que même les efforts qui ont été consentis en la matière sont proportionnés à l'ensemble des efforts qui ont été faits sur le budget de l'Élysée. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Le Fur. Merci, Madame la Présidente. Je remercie les différents intervenants pour leur expression et leurs questions. Alors, premier élément de réponse, il ne s'agit pas de distribuer les bons points entre le précédent président de la République et son successeur. C'est de dire simplement qu'il y a une certaine continuité objective dans les modalités de gestion de la maison Élysée. Dire également qu'au moins en termes de contrôle et de publicité du contrôle et de confier cette contrôle à la Cour des comptes, il y a vraiment une rupture qui d'ailleurs a des impacts sur les autres institutions, parce que les autres institutions de fait se sont engagées dans quelque chose d'analogue. Et là, objectivement, alors peut-être c'est dû à de multiples raisons, et je suis parfaitement conscient que nos collègues, et pourquoi pas l'un d'entre eux, a concouru à ce que tout cela intervienne. Il n'empêche que c'est une décision qui n'appartenait qu'à l'ancien président de la République, bien évidemment, et que dans aucun cas il n'était obligé de prendre. Deuxièmement, pour ce qui est du remboursement, c'est vrai qu'en termes de masse, ça ne change pas.
là aussi, c'est une initiative qui a été systématisée par Nicolas Sarkozy, de dire on rembourse les ministères qui mettent à notre disposition un certain nombre de collaborateurs. Avant, on avait des situations quasi historiques qui n'étaient pas très satisfaisantes. Ce qui est clair, c'est que le remboursement, en termes de transparence, c'est une très bonne chose, parce qu'on sait combien ça coûte, et après, les choses sont à peu près claires avec les ministères. On a redit d'ailleurs la nécessité pour les ministères d'adresser leurs factures, en quelque sorte, et ça a créé des décalages qui compliquent un petit peu les comparaisons. On ne s'est pas vraiment lancé là-dedans cette année. On essaiera de regarder ça l'année prochaine. Mais en tout état de cause, c'est vrai que la transparence, c'est que la facture soit au mois le mois, puisque les collaborateurs passent, reviennent. Enfin, c'est dans la logique des cabinets, en quelque sorte. C'est dans l'ordre des choses. Pour ce qui est troisièmement des frais de personnel, c'est vrai qu'en termes de dépenses objectives, il y a deux éléments qui ont un impact immédiat. C'est le nombre de contractuels. Bon, là, il y a eu une petite baisse, mais bon, c'est pas illégitime qu'un président de la République puisse s'accompagner, s'associer à de compétences très singulières que seuls les contractuels peuvent fournir. Par contre, sur les heures supplémentaires, on n'a pas noté de baisse. Simplement, la directrice de cabinet du président de la République, qui est un peu la maître d'œuvre de tout ça, nous a clairement donné des engagements quant à la baisse à venir des heures supplémentaires. Donc on ira au résultat, bien évidemment, l'année prochaine. Pour ce qui est de la compagne, épouse, bon, on peut poser le problème du statut d'ailleurs, hein, ça c'est autre chose. Mais pour ce qui est de la dépense et de la mise à disposition d'un certain nombre de collaborateurs, c'est vrai que ce sont des usages anciens. Le vrai point, ce sont les télévisions. C'est vrai qu'on en parle régulièrement. Je trouve que je suis membre du bureau. C'est un sujet qui revient de manière lancinante. Le vrai sujet, c'est qu'il y a deux institutions parlementaires, que l'une d'entre elles est très attachée à son autonomie, que les évolutions budgétaires des deux chaînes sont très distinctes objectivement, puisque la chaîne du Sénat coûte aujourd'hui plus cher et n'est soumise qu'à une augmentation en volume, alors que nous sommes imposés une limitation en valeur du budget de la chaîne de l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, c'est plutôt l'écart qui se creuse entre les deux chaînes parlementaires et on ne va pas vraiment vers une mutualisation. Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on fait une chaîne banale qui offre des commentaires comme d'autres chaînes, ou est-ce qu'on fait une vraie chaîne parlementaire qui est là surtout pour que nos concitoyens voient l'activité du Parlement? Finalement, c'est ce qui les intéresse. On le voit très concrètement dans les taux d'audience. C'est ce qui coûte le moins cher qui est le plus regardé. C'est quand même un peu paradoxal. Voilà les éléments que je voulais indiquer, sachant que l'année prochaine, évidemment, on sera très attentif aux engagements qui ont été pris par les uns et les autres, engagements de transparence, bien évidemment, engagement de poursuite de la transparence. J'ai bien noté les suggestions de notre collègue Deuzière que, en fait, la présidence se cale sur l'Assemblée. L'Assemblée, tout est transparent. Il n'y a vraiment plus rien qui puisse... je ne vois pas très bien ce qu'on peut encore demander. Que la présidence se cale là-dessus, bon, c'est pas très compliqué au demeurant, hein, ce serait de l'ordre du possible. Concernant également les budgets des uns et des autres, on sera attentif à ce qui est du transport de la présidence de la République. Je crois que les engagements sont peut-être un peu exigeants, parce que c'est pas illégitime qu'un président de la République se déplace. Hein. On n'est pas là pour restreindre ses marges de manœuvre, simplement pour constater la réalité budgétaire des choix qu'il prend, et qu'il prend bien évidemment lui tout seul. Merci, Monsieur Le Fur. Y a-t-il d'autres souhaits de prise de parole? Non, mais nous allons passer à la deuxième mission. Donc, pour la mission Direction de l'action du gouvernement, je donne la parole à Madame Dalloz, rapporteure spéciale. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, avant de poser quelques questions, je tiens à m'interroger sur le caractère réaliste de l'annonce selon laquelle les différents programmes de la mission Direction du gouvernement participent à l'effort de maîtrise des dépenses publiques, notamment pour les dépenses de fonctionnement, qui seraient en baisse par rapport à la loi de finances initiale 2013 de plus de 20 millions. Cette réduction de moyens, sur la ventilation de laquelle il ne m'a pas été donné de précision, est-elle tenable en gestion? Faudra-t-il procéder à des ouvertures de crédit en cours d'exercice par décret d'avance ou par loi de finances rectificative, si nous en avons une en 2014. J'aurai, Monsieur le Ministre, 5 questions à poser.
Première question porte sur la conduite du projet du centre de gouvernement sur le site Ségur-Fontenoy, qui me laisse un peu perplexe. Selon les éléments officiels d'information, tout va bien, l'opération se poursuit normalement, sous l'égide de la Sovafim. Selon un intéressant rapport du Sénat, du sénateur Dominati, ce projet semble connaître certaines difficultés de développement. Ce rapport s'étonne du montage juridique et financier atypique qui a été choisi pour cette opération, c'est-à-dire un partenariat public-privé passé avec la Sovafim, mais qui n'est que public, puisque la Sovafim, le seul actionnaire, c'est l'État, pour un coût estimé supérieur à 30% par rapport à une maîtrise d'ouvrage publique pure. Le rapport observe qu'il est difficile de distinguer la réalité des coûts. Les loyers sont fixés non en fonction de la valeur du marché, mais en fonction de l'équilibre de cette opération. Il est impossible de savoir si les coûts de cette opération vont ou non déraper. Le rapport du Sénat relève également que le projet a pris 1 an et demi de retard. Bon, il y a eu la période électorale, certes, mais pas seulement. Il s'interroge sur la qualité du pilotage du projet par les services du Premier ministre. Pourriez-vous, Monsieur le ministre, donner des éléments précis sur l'état du projet et commenter les conclusions éventuelles de cette étude du rapport du Sénat? La deuxième question porte sur le positionnement du secrétariat général de la mer, le SGMer, qui me semble problématique. Qu'on vienne s'interroger sur la coordination entre le SGMer, le ministre chargé de la mer, le Conseil national de la mer et des littoraux, les structures dédiées au développement durable, à l'aménagement du territoire, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense. Dans le cadre d'un référé du 30 avril 2013, la Cour des comptes a émis des remarques sur la gestion des effectifs du SGMer, qui d'ailleurs semble varier du simple au double d'une année à l'autre. Elle s'est surtout interrogée sur la place incertaine et le rôle délicat du SGMer. La Cour indique que son rôle est imprécis. Le SGMer, chargé d'exécuter les décisions du Comité interministériel de la mer, le CIMer, apparaît comme le médiateur entre des positions divergentes, animateur de la politique maritime dont il doit garantir la cohérence. Il ne dispose pas pour autant de pouvoir d'arbitrage. Le Premier ministre, dans sa réponse, annonce une diversification des recrutements au SGMer, renvoie à une évaluation en cours de la politique maritime par le CIMAP. Pour autant, la synthèse du CIMAP, publiée le 17 juillet 2013 sur la politique maritime, ne mentionne pas le SGMer, c'est vous dire. Où en sommes-nous de l'évaluation du SGMer, des suites données au référé de la Cour des comptes? Troisième question sur la politique de lutte contre la drogue m'interpelle. La MILD est censée animer et coordonner les différents champs d'activité de l'action publique de lutte contre les drogues, en combinant les préoccupations de prévention, de santé et d'ordre public, pour répondre aux évolutions des consommations et à leurs conséquences sur la société. Elle semble tarder à définir une stratégie. En effet, dès l'automne 2011, la MILD annonçait être en train de terminer la mise en œuvre des mesures du plan 2008-2011 et de préparer le futur plan 2012-2015. La MILD annonce maintenant que 2012 a été une année de transition et que 2013 est une simple année d'élaboration du plan gouvernemental 2013-2017. Finalement, le nouveau plan gouvernemental de lutte contre la drogue et les conduites addictives n'a été validé que le 13 septembre 2013, soit pratiquement au 4e trimestre de l'année 2013. Est-il raisonnable d'avoir attendu si longtemps? Par ailleurs, est-il sain que le budget d'intervention de la MILD dépende pratiquement pour moitié d'un fonds de concours à l'apport très irrégulier d'une année sur l'autre, puisque c'est sur les ventes des saisies de produits illicites? Les critères d'attribution des crédits aux structures bénéficiaires sont-ils rigoureux? J'étais assez étonnée de voir les tableaux de répartition de ces produits. Quatrième question, quels organismes consultatifs sont à supprimer dans le premier périmètre budgétaire du Premier ministre? Le CIMAP du 2 avril 2013 a énuméré 101 commissions consultatives qui ont été supprimées, mais aucune sur le budget du Premier ministre. 32 instances demeurant actuellement rattachées au service du Premier ministre. Sur les 4 instances abrogées depuis avril 2013, 3 l'ont été dans le cadre de l'installation du commissariat à la stratégie et à la prospective. Une seule vraie suppression est intervenue, celle du comité stratégique pour le numérique.
À rebours, la commission interministérielle des données d'origine spatiale a été instituée par le décret du 19 juillet 2013. Quels organismes envisagez-vous de supprimer? Dernière question. Pourquoi ne pas fusionner l'IHEDN et l'IHESJ? Deux instituts exercent leurs activités en liaison avec le SGDSN, l'Institut des hautes écoles de défense nationale et l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. J'observe que ces deux institutions, dont l'intérêt n'est pas contesté, sont d'un coût global de 17 millions d'euros alors qu'elles interviennent conjointement sur la sécurité intérieure et la défense nationale. La sécurité intérieure et extérieure de la France fait l'objet d'une approche stratégique intégrée depuis le précédent livre blanc. Cette approche a présidé à la préparation de l'actuel livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. Dans ce contexte, pourquoi ne pas procéder dans les meilleurs délais à la fusion des deux instituts afin de développer la réflexion sur des problématiques communes de défense et de sécurité nationale? Merci, Madame la rapporteure spéciale. Je vais passer la parole au groupe avec Madame Bechtel. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame le rapporteur spécial, mes chers collègues. Le budget dit Direction de l'action du gouvernement comporte 4 programmes et c'est un budget dont je voudrais souligner 2 choses. D'abord, c'est un budget qui prend sa part dans l'objectif de réduction des finances publiques et ensuite il le fait sans sacrifier pour l'essentiel aux objectifs nécessaires de modernisation des politiques publiques, même si l'on peut avoir légitimement quelques interrogations. Alors c'est d'abord un budget qui prend sa part dans l'objectif de réduction des finances publiques avec, ça a été souligné, une baisse de 1,9% hors transition numérique qui est une émission qui est nouveau. Alors je note que cette baisse est opérée tantôt sur des crédits d'investissement, par exemple les projets interministériels concourant à la défense et à la sécurité nationale, mais surtout sur les crédits de fonctionnement, moyens mutualisés des administrations déconcentrées, services d'information du gouvernement, stratégie et prospective. Alors, on peut s'interroger naturellement sur le point de savoir s'il est ingénieux de baisser le budget de la fonction stratégie et prospective qui comporte notamment le successeur de l'ancien CAS, Centre d'analyse stratégique, qui a changé de nom. Mais je note quand même une chose, c'est que, d'une part, les crédits des années antérieures ne semblent pas avoir été consommés par le CAS. C'est vrai en 2012. J'aimerais avoir une réponse sur le point de savoir si c'était vrai aussi les années antérieures. D'autre part, le futur secrétariat général à la MAP récupère une fonction légitime d'évaluation des politiques publiques et par conséquent décharge d'autant l'analyse et la prospective stratégique au service du Premier ministre qui est concentré dans le successeur du CAS. Je note que pour les AI, il y a une stabilité qui revient en fait à un effort de réduction puisque les AI, par un effet d'un côté centrifuge, de l'autre côté centripète, vont voir, mais ce n'est pas vrai pour le prochain budget, c'est vrai pour le budget sans doute 2015, vont voir probablement disparaître de cette mission le budget du CSA qui risque d'être autonomisé si la loi est votée, mais elle est, comme vous le savez, encore en cours. Et l'effet centripète, c'est l'entrée d'une nouvelle autorité. Le point est important, évidemment, puisque c'est l'autorité qui contrôlera notamment, mes chers collègues, nos patrimoines. L'autorité, et pas seulement cela, l'autorité relative à la transparence de la vie publique. Donc l'entrée de cette autorité dans l'ensemble des missions autorité administrative indépendante, ce qui appelle droits et libertés, naturellement, fait qu'il faut ajouter quelque chose. Et donc au total, nous sommes plutôt sur une réduction à travers la stabilité. Je note ensuite que n'est pas sacrifiée, me semble-t-il, dans ce budget, la modernisation nécessaire des politiques publiques. Tout d'abord, l'ANSSI monte en puissance, ça a déjà été souligné dans le rapport écrit. De même, le rattachement de la MAP au Premier ministre est une mesure qu'il faut saluer. C'est une excellente mesure. Il appartient par définition au Premier ministre, chef de l'administration, au titre de l'article 21 de la Constitution, de concentrer sous son autorité tout le pilotage des politiques publiques et notamment leur modernisation dans tous les aspects de sa modernisation, aussi bien par les réseaux et l'évolution des systèmes d'information que par les moyens purement humains, si on peut du moins les distinguer. Et donc le secrétariat général à la MAP, qui est créé, intègre 2 éléments essentiels, qui sont la direction interministérielle des systèmes d'information et le réseau interministériel de l'État, qui lui-même a été créé en 2011. Et cet effort de modernisation
est tout à fait important pour ceux d'entre nous qui s'intéressent notamment à l'évolution et à l'évaluation des politiques publiques. Troisièmement, et pour terminer, en conclusion, j'ai une double question concernant les emplois. Je veux dire les emplois en personnel, pas les emplois de crédit. Et cette question touche principalement les autorités administratives indépendantes, c'est-à-dire un des programmes. Il y a une double question à mes yeux. Il y a le problème du nombre d'emplois contractuels. Alors, je sais bien que c'est un problème récurrent et qu'on a tendance à fournir les autorités administratives en contractuels. Il peut y avoir à cela d'excellentes raisons. C'est qu'il y a des emplois techniques que seuls des contractuels peuvent assurer, ou bien des emplois spécialisés d'une relativement courte durée. Je pense notamment, naturellement, à la CNIL. Et puis, il y a une autre raison, et au risque d'être iconoclaste, je dirais que pour ma part, je ne suis pas choquée par le fait que des autorités administratives indépendantes, du moins certaines d'entre elles, fassent appel à des contractuels parce qu'on n'a pas forcément vocation à faire carrière dans une autorité administrative indépendante. Encore, cela dépend-il de laquelle. Ces autorités, vous le savez, sont des démembrements de l'État. Certaines sont vouées à assurer des fonctions pérennes et de longue durée. Donc, pour ces autorités-là, on peut en effet se poser la question de la pérennisation des emplois et de leur sécurisation pour les personnels qui assurent certaines missions. Ma deuxième question porte sur la question de la répartition des emplois en personnel entre les différentes autorités administratives. Je suis frappée de voir quand même certains contrastes. Je prendrai le contraste qui m'a frappé le plus. Je vois que le défenseur des droits a 227 emplois, enfin équivalent d'emplois temps plein, 227, dont une partie d'ailleurs résulte, si j'ai bien compris, de 10 emplois qui sont pérennisés à partir d'emplois qui étaient contractuels. 227 pour un défenseur des droits qui, bien sûr, représente, si j'ose dire, 4 autorités pour le prix d'une, puisque la réforme qui avait été faite du défenseur des droits met ensemble un certain nombre d'instances, d'autorités qui n'avaient pas grand-chose à voir les unes avec les autres, le défenseur des droits des enfants, la HALD, la CNDS et puis le médiateur. Donc 227 emplois. En face de cela, je regarde les emplois dévolus au contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui fait un travail d'une qualité exceptionnelle et que je veux ici saluer. Savez-vous que le contrôleur général des lieux de privation de liberté a théoriquement 5000 lieux à visiter? Il fait actuellement 150 visites par an ou 140, pardonnez-moi de n'avoir pas tout à fait les chiffres exacts. Nous savons que ces visites se sont un peu limitées dans le nombre parce qu'elles se sont approfondies dans leur déroulé même. Et les conclusions du contrôleur général de lieux de privation de liberté sont très spécialement intéressantes, à l'heure d'ailleurs où une réforme pénale est en œuvre. Et je me demande si les 27 emplois temps plein de ce contrôleur sont vraiment à la mesure des tâches qui sont les siennes. Alors, à Dieu ne plaise que je veuille déshabiller Pierre pour habiller Paul, bien que ce soit un exercice budgétaire, mais qui en général se passe dans les arbitrages antérieurs à ce que nous faisons ici, mes chers collègues. Je note quand même qu'il y a, outre le défenseur des droits qui naturellement a des pouvoirs d'instruction, de recherche et de conseil importants, il y a des autorités à caractère, si j'ose dire, plus léger dans leur fonctionnement. Sont des autorités de type moral, comme la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, ou encore le Comité national d'éthique. Et je m'interroge vraiment sur le point de savoir s'il est nécessaire que les quelques emplois temps plein qui sont mis à leur disposition ne sont pas peut-être excessifs dans la mesure où ces deux autorités pourraient très bien faire appel à des prestations extérieures, des vacations de chercheurs, d'universitaires. Voilà. Mes chers collègues, ça va être trop long. Je voudrais quand même, pour ne pas reprendre la parole tout à l'heure, dire que je suis en désaccord avec la remarque finale de Mme Dalloz. Je crois que la fusion des instituts chargés, l'un de la sécurité, de recherche sur la sécurité intérieure et la sécurité extérieure, est un point très controversable parce que derrière, naturellement, cette fusion, il y a la question de savoir s'il y a bien un continuum entre la sécurité extérieure et la sécurité intérieure. Ce point, vous le savez, est très controversé et en ce qui me concerne, je ne crois pas que ce continuum relève d'une philosophie correcte de la sécurité dans tous ses aspects. Je vous remercie. Merci Madame Bechtel. Y a-t-il au nom des groupes d'autres prises de parole? Donc, je vais passer la parole à Monsieur le ministre. Oui, merci Madame la Présidente pour répondre dans l'ordre aux questions qui ont été posées par Madame Dalloz et notamment à la première question légitime et importante concernant la Sovafim et l'opération Ségur. Je voudrais rappeler ici que la décision de confier l'opération Ségur, qui est une opération en résumé de restructuration
assez rationnelle d'ailleurs pour d'un bâti avenue de Ségur pour pouvoir regrouper un ensemble de services qui dépendent du Premier ministre et de l'exécutif en général. Cette décision, dans son principe, mais aussi dans ses modalités concernant le choix de la Sovafim, a été prise le 13 janvier 2011, c'est-à-dire sous l'ancienne majorité, et que la nouvelle majorité a décidé de confirmer le choix qui avait été fait, à la fois dans ses objectifs, mais aussi s'agissant de l'opérateur. Il est vrai que le montage est particulier, puisque la Sovafim est une société de statut de droit privé, mais qui a un seul actionnaire, qui est l'État. C'est évidemment une particularité. À l'origine, la Sovafim avait été créée à la suite d'un amendement du rapporteur général du budget au Sénat pour permettre, dans des conditions juridiques et financières plus faciles, la cession des délaissés de l'État et notamment des propriétés immobilières et foncières de RFF. Il a été choisi d'utiliser ce cadre. J'ai pris connaissance naturellement du rapport de M. Dominati et des questions qui sont posées, même si on peut observer qu'il ne remet pas en cause la nature de l'opération. Mais je crois naturellement que c'est une opération qui mérite un suivi attentif. Elle le sera de la part du gouvernement, mais aussi, je n'en doute pas, du Parlement. Pour donner quelques indications chiffrées, le coût des travaux est estimé par la Sovafim aujourd'hui à 195 millions d'euros hors taxes, soit 233 millions TTC. L'acquisition du mobilier et de divers équipements venant se rajouter pour 4 millions d'euros. Le loyer annuel payé par l'État, car le montage juridique est assez particulier, dans la mesure où il y a un transfert des droits de l'État vers la Sovafim, qui devient maître d'ouvrage, propriétaire de l'ensemble immobilier, mais pas du tréfonds qui reste propriété de l'État. En résumé, l'État va payer un loyer et à l'issue de l'opération redeviendra lui-même propriétaire de cet ensemble. Le loyer annuel est prévu à hauteur de 21 millions d'euros, valeur 2013 hors charges et taxes, atteignant 25,1 millions d'euros en tenant compte des taxes foncières et des provisions pour le gros entretien et renouvellement. J'ajoute qu'il s'agit d'une opération qui peut être qualifiée de partenariat public-public, puisque c'est l'État qui confie à une société dont il est unique actionnaire, et que dès lors, les interrogations sur le surcoût d'une opération, dès lors qu'elle est confiée à une entreprise privée par rapport à une maîtrise d'ouvrage public direct, sont d'un intérêt assez limité, sous la réserve que les conditions de sa réalisation soient parfaites, dès lors que, y compris si, in fine, cette opération entraînait un bénéfice, ce bénéfice, ou ce dividende plus exactement, serait attribué au seul actionnaire, qui en l'occurrence est l'État. Et donc, cette opération décidée dans ses modalités et dans son objectif en l'ancienne majorité a été confirmée dans son principe et dans ses modalités par la nouvelle. Il y a un vrai enjeu, et vous avez eu raison de commencer par poser la question, et je crois que ça supposera, ce sera de la part du gouvernement, mais également de la part du Parlement, un suivi attentif de la mise en œuvre de cette importante opération, dont je rappelle quand même que, in fine, elle permettra des économies de fonctionnement assez importantes, car il y a de très nombreux
services du Premier ministre et d'autorités indépendantes et qui seront, à la fin de l'opération, regroupés, c'est-à-dire en 2017 vraisemblablement, regroupés dans ce futur centre du gouvernement. Vous m'avez interrogé ensuite sur le positionnement du secrétariat général de la mer après le référé de la Cour des comptes. Le Premier ministre a répondu par courrier du 5 juillet 2013 aux préconisations du référé. La position du secrétariat général à mer fait actuellement l'objet d'une évaluation de politique publique dans le cadre de la mission lancée par le CIMAP sur la politique maritime. Il convient donc d'attendre les conclusions, mais quelques voies d'amélioration ont d'ores et déjà été proposées. Diversifier le recrutement des chargés de mission pour compléter et renforcer certaines compétences du secrétariat général à la mer et clarifier, vous l'avez dit vous-même, l'intervention du SGMer sur les missions dont il n'assure pas le pilotage direct. À cette fin, le Premier ministre a adressé le 9 octobre dernier une lettre de mission au SGMer. Le cas échéant, une convention pourrait être passée avec le ministère chargé de la mer, qui dispose également du SGMer pour préciser les tâches attendues. En ce qui concerne les effectifs, la faible association du SGMer au recrutement et à la gestion de ses effectifs est liée au décret constitutif du secrétariat. Ce texte prévoit le détachement ou la mise à disposition des agents composant la structure. Actuellement, le personnel de soutien et le secrétaire général relèvent des services du Premier ministre. Un chargé de mission est mis à disposition contre remboursement et tous les autres agents sont en situation de mise à disposition à titre gracieux. Une réflexion est engagée pour éventuellement faire évoluer ce dispositif. Et la question que vous avez posée est naturellement légitime de ce point de vue. Vous m'avez ensuite interrogé sur le plan gouvernemental de lutte contre la drogue et les conduites addictives, ou plus exactement sur le budget de la MILT. Le plan de lutte contre la drogue et les conduites addictives pour 2013-2017 repose sur 3 grandes priorités. Vous le savez, renforcer la recherche et partager les connaissances au niveau international, prendre en compte les populations les plus exposées pour réduire les risques et les dommages sanitaires et sociaux, notamment dans le monde du travail, renforcer la sécurité, la tranquillité et la santé publique au niveau national et international en luttant contre les trafics et la délinquance liée aux consommations de substances psychoactives. S'agissant des fonds de concours, si j'ai bien compris, sur lesquels vous vous interrogez, l'objectif de ces fonds de concours est de financer des matériels de pointe, notamment pour les services répressifs, et pour 10% pour des actions de prévention. Il n'y a pas, de ce point de vue-là, dans le budget de la MILT pour 2014 de changement quant à l'affectation ni quant au montant des structures, notamment associatives, qui en sont bénéficiaires. En ce qui concerne les commissions auprès du Premier ministre, 32 instances sont rattachées au service du Premier ministre dans le projet de loi de finances pour 2014. En 2013, 4 instances ont été supprimées. Le Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale, le Centre d'analyse stratégique, le Conseil d'analyse de la société et le Comité stratégique pour le numérique. La Commission interministérielle des données d'origine spatiale a été instituée, elle, par contre, par décret. En 2014, il est prévu d'abroger le Comité consultatif pour l'habilitation des organismes prodiguant des stages de formation à la lutte contre la pollution, de fusionner le Comité technique des systèmes d'information et de communication et le Conseil des systèmes d'information et de communication. Vous m'avez interrogé sur l'intérêt d'un rapprochement entre l'IHDN et l'INHSJ, l'Institut des hautes études de défense nationale et l'Institut national des hautes études de sécurité et de justice sont placés sous la tutelle du Premier ministre, exercée par délégation par le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Le rapprochement entre les deux instituts est déjà une réalité. En effet, la mutualisation entre les deux instituts a débuté en 2009, date de leur co-localisation à l'école militaire.
La mutualisation porte principalement sur le volet organique, en particulier les fonctions de soutien. Une convention existe entre les deux instituts. Bien que les missions des deux instituts soient différentes, la mutualisation porte également sur un certain nombre d'activités communes, séminaires, journées de travail communes entre les sessions. Cette mutualisation est déjà mentionnée dans les contrats d'objectifs et de performance de chacun des instituts pour la période 2011 à 2013. Elle sera naturellement poursuivie dans le cadre des prochains contrats pour la période 2014-2016. Voulu par le gouvernement, le rapprochement des deux instituts sur le plan organique a progressé considérablement depuis 2009. Ce rapprochement exclut toute intention de fusion, et je réponds à Mme Bechtel, en raison de la spécificité de chaque entité, justifiée aussi bien par la différence des problématiques abordées que par celle des publics concernés. Pour répondre à Mme Bechtel sur sa question sur la situation du contrôleur général des lieux de privation et de liberté, donc cette institution créée en 2009 avec 18 emplois à l'origine, dont 14 contrôleurs. En 2010, 2 postes de chargé d'enquête ont été ouverts afin de répondre aux saisines par courrier. En 2011, une nouvelle équipe composée de 4 contrôleurs est formée, permettant de maintenir le niveau actuel à 150 visites malgré leur allongement. En 2012, 3 postes de chargé d'enquête sont venus renforcer le pôle de réponse aux saisines. En 2013, un chargé d'enquête vient compléter l'effectif des services. Ces postes devraient permettre de compenser l'augmentation considérable des saisines ainsi que leur complexité. À terme, l'objectif est bien de répondre à l'ensemble des saisines dans un délai maximum de 60 jours. En ce qui concerne la répartition des nombres d'emplois contractuels dans les différentes autorités administratives indépendantes, nous ferons une réponse circonstanciée et par courrier. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais prendre les... Y a-t-il des prises de parole souhaitées? Madame Dalloz. Oui, juste par rapport aux réponses qui m'ont été fournies. Concernant le SGMR, Monsieur le Ministre, vos explications ne m'ont pas totalement convaincu sur la pertinence, parce que il y avait 32 collaborateurs en 2012, 15 en 2013, donc on voit bien effectivement qu'il y a une réduction importante d'effectifs. On est passé du simple au double sur ce service, mais sur la pertinence de sa mission, c'est là où je voudrais, enfin bon, on aura l'occasion dans l'avenir, j'imagine, de se pencher à nouveau sur ce dispositif. Sur le CGLPL, Madame Bechtel s'interroge sur le fait que, en termes de moyens, on soit dans des niveaux comparativement aux défenseurs des droits qui ne l'agréent pas, si j'ai bien compris. Je voudrais juste rappeler, et ce n'est pas une remise en cause du tout des dotations du CGLPL, mais en 2013, en loi de finances, en 2012, il y avait 3,6 millions de crédits ouverts et la consommation s'est élevée à 2,8 millions. Donc on voit bien que dans la mesure où il n'y a pas une consommation totale par rapport aux crédits ouverts, on ne voit pas l'intérêt de rajouter au dispositif. C'était juste, je voulais préciser cela. Sur la Sovafim, je voudrais juste me rapporter, vous remettre sur certains éléments. Oui, Monsieur le Ministre, c'est le 13 janvier 2011 que la décision a été prise lors d'un conseil interministériel pour prendre en compte Ségur-Fontenoy et le confier à la Sovafim. Sauf que, vous le savez très bien, les modalités du montage juridique financier n'ont pas été affinées à l'époque. C'était simplement le choix d'un opérateur. Puisque je vous rappelle qu'à ce moment-là, on avait envisagé de vendre le ténement foncier et que le prix avait été fixé, je crois, de mémoire, à 290 millions d'euros de mémoire. Mais à l'époque, on a choisi la Sovafim comme opérateur, oui. Mais les modalités de l'accord actuel avec le loyer, le fait de laisser ne pas transférer, enfin transférer la propriété pendant 12 ans, c'est bien une décision qui relève de votre majorité puisqu'elle date du 6 novembre 2012, de votre gouvernement. Je voudrais savoir s'il est prévu
il y a une grande discussion sur les parkings. Seront-ils ajoutés au projet ou non? Parce que c'est une grande question qui reste encore en suspens, qui n'a pas été traitée. Et puis, que pensez-vous aujourd'hui du taux de rendement locatif fixé et exigé par la SOVAFIM, qui se situe à hauteur de 6%? Voilà, c'est ça qui m'interpelle. Enfin, sur la fusion IHEDN et IHESJ, je pense que c'est les fonctions support qu'il va falloir réorganiser pour des économies d'échelle. Mais très honnêtement, la perspective stratégique, enfin le livre blanc, on est bien dans cette dynamique-là, et vous l'avez vous-même reconnu, Monsieur le Ministre. Après, les deux organismes ont effectivement des populations différentes, mais au moins sur les fonctions support, on peut avoir des économies d'échelle. J'ai fait le coût moyen d'une formation sur chacun des deux organismes. Je vous invite à le faire. Merci, Madame Dalloz. Y a-t-il... Oui, monsieur... Oui, je vais donner la parole à Monsieur Tardy, puis à Madame Bechtel et à Monsieur le Ministre. Simplement répondre à Madame Dalloz sur un point. Ce n'est pas parce que le contrôleur général des lieux de privation de liberté n'a pas consommé tous ses crédits que la question des emplois à sa disposition ne se pose pas. Ce sont des questions tout à fait différentes. Le deuxième point que je voulais soulever, je n'ai pas incriminé l'institution elle-même du défenseur des droits. J'ai dit qu'elle procédait d'une réforme constitutionnelle un petit peu hâtive qui a mis ensemble des choses des choux et des bateaux, comme aurait dit Alice au pays des merveilles. Et il y a d'ailleurs eu une grande difficulté, j'en ai été témoin à l'époque, pour la mise en place effective du défenseur des droits. Voilà tout ce que j'ai voulu dire. Monsieur Tardy. Merci Madame la Présidente. Plusieurs questions. Le rapport de Mohamed Annen Trojet relatif au modèle économique des redevances d'utilisation des données publiques propose que la gratuité soit la règle. Quelles conclusions vont être tirées du rapport Trojet? Quelles conséquences pour le budget du gouvernement? Une seconde question concerne les comités Théodule. 99 commissions et instances consultatives ont été supprimées depuis octobre 2012. Auriez-vous le chiffre que cela représente en termes d'économie budgétaire? Et enfin, concernant le nouveau programme concernant la transition numérique de l'État et la modernisation de l'action publique, la mission direction de l'action du gouvernement, il est dit que des crédits pourront être consacrés au cofinancement aux côtés des administrations qui les portent de projets de mutualisation et de rationalisation du parc de centres informatiques de l'État et à la mise en place d'un cloud privatif de l'État. Pouvez-vous nous dire où en est ce projet qui était à l'état de prototype il y a quelques mois et quel calendrier? Toujours dans ce programme, dans cette mission, il est dit que pour favoriser l'émergence de projets innovants, des crédits pourront être dédiés au financement aux côtés des administrations qui les portent de projets en cycle court très innovants et à très fort potentiel de retour sur investissement pour l'administration. Ces projets s'appuieront sur les PME innovantes pour favoriser le développement de l'innovation dans l'économie. Il y a aussi les start-up dont le potentiel de retour sur investissement n'est pas immédiat. Est-il envisagé de s'appuyer sur elles également? Merci, Monsieur Tardy. Je vais passer la parole à Monsieur le Ministre. En ce qui concerne l'opération Ségur et sur la SOVAFIM, j'ai un désaccord avec vous, Madame Dalloz, sur le calendrier. La décision d'origine que j'ai citée a été suivie d'une décision opérationnelle de montage de l'opération qui est intervenue le 13 mars 2012. Donc, lorsque il y a eu le changement de majorité, c'est bien à la fois le principe qui avait été pris en 2011, mais aussi le montage, l'ensemble du montage de l'opération qui avait été pris sous l'ancienne majorité, confirmé par la nouvelle d'ailleurs, mais le 13 mars 2012. Donc je suis en désaccord sur ce point avec l'historique de cette affaire. S'agissant du parking, c'est une des questions, vous avez raison de le rappeler, qui est posée dans le rapport de M. Dominati. Je ne vais pas faire de circonvolution. La réponse est non. Il n'y a pas de parking dans le projet tel qu'il est présenté. Et s'agissant de la question
du loyer. J'ai donné les chiffres tout à l'heure sur le montant des loyers dans l'opération, y compris les charges foncières. En ce qui concerne les questions qui ont été posées par Monsieur Tardy, il faudra bien admettre avec moi qu'elles sont d'une technicité et d'une spécificité qui aurait pu justifier que je n'ai connaissance préalablement pour pouvoir lui apporter, comme l'année dernière, où il avait eu l'amabilité de me communiquer une réponse satisfaisante. Et je crains que cet oubli me mène aujourd'hui à le laisser perplexe par rapport à la réponse que je peux lui amener, mais je sais que je peux compter sur sa mansuétude et sur le fait qu'on lui répondra plus précisément qu'on nous avait pu le faire l'année précédente. Simplement pour lui préciser que le choix primitif de l'État est en préfiguration au sein de la DILA, l'ouverture d'une... Pardon, privatif, oui. Le cloud privatif de l'État, en plus, il faut que j'arrive à lire. Le cloud privatif de l'État est en préfiguration au sein de la DILA. L'ouverture d'une maquette est prévue en novembre 2013 pour une finalisation de ce dispositif en fin de premier semestre 2014. Vous voyez, les services sont réactifs même dans ces situations aussi particulières. Pour le reste, naturellement, peut-être on sera amené à vous amener des précisions. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. S'il n'y a pas d'autres prises de parole, nous allons passer à la mission Conseil et contrôle de l'État et je donne la parole à Monsieur Philippe Vigier, rapporteur spécial. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Dans le cadre de cette mission, donc, il y a un premier programme, c'est le programme 165, qui est d'ailleurs le programme le plus important de la mission et qui s'applique au Conseil d'État et autres juridictions administratives. Peut-être pas inutile de rappeler que, en fait, ça couvre 51 juridictions, le Conseil d'État, 8 cours administratifs d'appel et 42 tribunaux administratifs, un volume d'affaires d'un peu plus de 220 000 en 2013 et en 2012, pardon, et des jugements rendus pour 236 000 décisions, pour être précis. Et je voudrais également rajouter que la Cour nationale d'asile, depuis 2009, a été rattachée pour sa gestion au Conseil d'État, ce qui montre bien l'étendue du travail accompli par cette juridiction. Alors, deux questions, Monsieur le Ministre. Vous savez que le nombre de contentieux est en explosion, 46% d'augmentation des contentieux entre 2007 et 2012. Ces contentieux sont de plusieurs natures, les contentieux fiscaux, les contentieux des étrangers, les contentieux de la fonction publique. Donc on voit bien qu'on a une problématique qui est devant nous. Et on voit également, puisque le Conseil d'État, je dois le rappeler, et ces juridictions participent d'ailleurs assez fortement aux maîtrises des dépenses publiques, je vais le dire, parce qu'ils ont une diminution des crédits accordés en loi de finances initiale, et on est uniquement sur une augmentation de 25 équivalents temps plein pour 2014. Alors, Monsieur le Ministre, face à cette problématique d'accroissement, est-ce que vous prévoyez de lancer des réflexions, de faire en sorte que l'on puisse trouver des solutions pour des règlements non contentieux des litiges plus importants? Parce que si on n'ouvre pas cette porte-là, il y aura un engluement total, c'est-à-dire que les décisions seront rendues avec naturellement un délai beaucoup plus long. Et moi, je vous dis que l'engorgement, nous en sommes au bord. Et donc, il nous paraît essentiel d'aller dans cette voie-là. Et donc, je voudrais savoir ce que compte faire le gouvernement. Et notamment, vous interrogez sur le fait que pour le droit opposable au logement, l'augmentation, on pourrait dire même l'explosion, est de 68% d'augmentation donc depuis 2007 des contentieux, dont simplement d'ailleurs 85% en région parisienne. Donc, c'était ma première question. Et la seconde question concerne le tribunal administratif de Melun, qui, vous le savez, traite en particulier d'affaires relatives aux étrangers. Pour information, 300 audiences par an, 6 jours par semaine, 55 magistrats. Là encore, je crois que la qualité des décisions rendues, on peut dire l'obstruction totale de ce tribunal fait que nous sommes là encore au bord, me semble-t-il, de la limite qui est possible pour que l'on puisse continuer de travailler dans des conditions satisfaisantes dans ce tribunal administratif de Melun. Donc je souhaite savoir ce que compte faire le gouvernement pour résoudre cette question. Voilà concernant le Conseil d'État. Dans cette mission, il y a également le Conseil économique, social et environnemental. J'ai deux questions très simples. Une première qui ne vous surprendra pas, Monsieur le Ministre. Je vous rappelle que
le CESE peut, s'il y a une pétition, et notamment qui est suivie par 500 000 pétitionnaires, qui exige à ce moment-là qu'il n'y ait auto-saisine du CESE. Et là, il y a eu 690 000 pétitionnaires, donc à l'occasion du débat sur le mariage, et il n'y a pas eu d'examen par le CESE de cette pétition. Alors, il se trouve que le bureau du CESE a écrit au Premier ministre pour savoir ce qu'il devait faire, et expliquant qu'étant donné qu'il risque d'y avoir entrechocage entre le fait que le Conseil économique, social et environnemental puisse quasiment concomitamment au Conseil d'État et concomitamment aux assemblées statuer sur ce texte, pouvait poser un problème juridique. Donc j'aimerais savoir quel est votre sentiment sur cette affaire-là. Deuxièmement, vous n'avez pas également le sentiment que le droit de saisine, on a dit aux citoyens que c'était majeur, ils pourraient tout d'un coup saisir des juridictions. Qu'en est-il ? C'était vrai pour le mariage, ça sera demain pour une autre cause. Donc je voudrais avoir l'avis du gouvernement sur cette question-là. Et puis une question un peu plus financière ou fiscale, on l'appellera comme on veut. Vous savez que je suis très attaché au fait que l'effort soit fait pour réduire les déficits publics. Et il y a une subvention d'équilibre d'un peu plus de 4 900 000 euros, inhérent au statut très particulier tant des élus que des membres du CESE. Je dis bien tant des élus que des membres du CESE. Certes, il faut reconnaître que depuis que le président Delevoye est là, il y a eu des efforts importants qui ont été accomplis, mais il me semble essentiel qu'on ne puisse pas continuer ainsi sur un budget somme toute assez limité à faire en sorte que cette subvention d'équilibre puisse être versée dans le temps, sine die, sans qu'il y ait, me semble-t-il, de la part du gouvernement, un message fort qui puisse être passé. Enfin, troisième rapport sur cette mission, troisième élément de la mission, concernant donc la Cour des comptes. Là encore, je voudrais d'abord dire la qualité du travail accompli, je pense qu'on peut le dire sur tous les bancs de l'Assemblée et du Sénat, malgré une charge qui n'a cessé d'augmenter. Malgré le fait, vous savez, que la LOIF a prévu naturellement de statuer sur les budgets, les lois de finances initiales, rectificatives, loi de financement de la Sécu. La part d'autosaisine, d'ailleurs, n'est plus que de 30%. Là aussi, je crois qu'on arrive à une certaine limite, parce qu'après, ça veut dire que la liberté totale qui est donnée à cette Cour de choisir les thèmes sur lesquels elle souhaite s'exprimer risque d'être un peu entamée. Et je voudrais dire également que vous savez qu'il y a des missions complémentaires qui ont été données à la Cour. Participe également très fortement à l'effort de maîtrise des dépenses publiques. Le cadre d'emploi n'a pas changé. Diminution de budget en crédit de paiement, moins 1%. En autorisation d'engagement, moins 1,8%. Alors j'ai deux questions, Monsieur le Ministre, assez précises. La première, c'est sur la Cour de discipline budgétaire et financière, qui, vous le savez, réprimande les infractions. Et là encore, on connaît une explosion d'activités, puisqu'il y a une explosion d'infractions. Et à l'heure actuelle, vous savez qu'il y a uniquement un rapporteur unique. Donc, je crois qu'il serait important qu'on puisse essayer d'envisager la possibilité pour cette Cour de faire en sorte qu'on mutualise les moyens, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir plusieurs rapporteurs pour travailler sur ces enquêtes. Le travail collégial permettrait d'être plus efficace et plus rapide, plus pertinent. Et donc, j'aimerais savoir quel est votre avis sur cette question. Et le second question concerne le nouveau programme au Conseil pour les finances publiques, donc qui est, comme vous le savez, une transcription du traité. Ce Conseil a été créé à la fin de l'année 2012. Or, lui, il est sur un programme financier distinct. On ne comprend pas tellement la pertinence, puisqu'en fait, on est dans un seul budget global de la Cour des comptes. Donc, est-ce que vous ne croyez pas que le rattachement de ce programme 340, qui s'appelle ainsi, du Haut Conseil pour les finances publiques, au programme de la Cour des comptes, le programme 164, serait nature de simplification, parce qu'au moment où on parle de simplification, est-ce qu'il est nécessaire d'identifier des programmes avec toutes les conséquences administratives que cela induit? Voyons, en plus, je crois que c'est quelque chose qui irait tout à fait dans le sens de ce que souhaite la Cour des comptes. Voilà les questions, Monsieur le Ministre, que je souhaitais vous poser. Merci, Monsieur Vigier. Je vais passer la parole aux orateurs des groupes, en commençant par Monsieur Dosière. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Monsieur le rapporteur, sur les divers points, là, je voudrais cadrer un petit peu les observations sur la justice administrative. Bon, je voudrais simplement faire une précision. On a bien noté la réduction des délais de jugement. Je voudrais simplement faire remarquer que ça n'est pas tout à fait vrai pour certaines décisions du Conseil d'État. Je pense en particulier le fait que lorsque le Conseil d'État est saisi d'un recours concernant les lois de pays de Nouvelle-Calédonie, qui est
et notamment de Polynésie également, eh bien, les décisions à prendre sont naturellement très fortes. Plus exactement, je ne veux pas me tromper, c'est lorsqu'il s'agit des lois dites de pays de Polynésie. Parce que lorsqu'une loi dite de pays de Polynésie est soumise au Conseil d'État, à ce moment-là, la loi ne peut pas être mise en application. Bon. Et il se trouve que le Conseil d'État, qui normalement, par les textes, a 3 mois pour rendre sa décision, dure quelquefois plusieurs mois, si c'est plusieurs années. Or, certaines de ces lois portent sur des décisions d'ordre social qui ne devraient pas, de ces actes, puisque ce ne sont pas des lois, ces actes administratifs portent sur des décisions dont le retard mis à l'application fait que ça peut poser un certain nombre de problèmes. Voilà. Par contre, sur cet aspect des choses, je voudrais simplement attirer votre attention, Monsieur le Ministre, sur la Cour nationale du droit d'asile. Et je crois que le rapporteur, d'ailleurs, a soulevé un certain nombre de questions, mais je crois qu'il serait bon qu'il aille plus loin. On voit bien que sous l'appellation droit d'asile, on a actuellement, je dirais, plusieurs dizaines de milliers de demandes, je dirais, qui ne sont pas des demandes d'asile, qui sont en fait un détournement de la procédure et que les étrangers concernés utilisent la procédure du droit d'asile alors que simplement ils veulent venir en France pour des raisons économiques. Alors la difficulté, c'est que cette ampleur des juridictions qui s'occupent des droits d'asile fait qu'en réalité, d'ailleurs, ça menace le véritable droit d'asile. Je crois que de ce point de vue-là, si on veut préserver la capacité que notre pays a toujours eue d'accueillir de véritables demandeurs d'asile, eh bien, il faut faire en sorte que ceux qui sont dans cette catégorie puissent être traités dans des délais rapides, alors qu'aujourd'hui, toute la procédure est détournée pour des raisons différentes. Alors, quand le rapporteur nous dit, en plus nous cite ce chiffre en disant que plus de 80% des décisions négatives de l'OFPRA font l'objet de recours devant la Cour nationale d'asile, je crois qu'il serait quand même intéressant pour le rapporteur, voire peut-être pour l'Assemblée, d'essayer de voir comment fonctionne ce système où finalement on s'aperçoit que des gens qui ne sont que manifestement des demandeurs économiques, qui ne viennent en France que pour des économiques, utilisent des procédures, ou comment on les aide à utiliser des procédures qui retardent considérablement la décision finale et qui posent des problèmes quand on est resté en France pendant 4 ou 5 ans. Je crois que là, on a un vrai problème. Et je pense que, moi j'ai eu l'occasion, comme certains d'entre vous, de rencontrer dans mes permanences des gens qui sont dans cette situation et dont on voit bien que certains autour d'eux exploitent toutes les possibilités juridiques de recours pour faire traîner les choses. Bon, je pense qu'il faudrait regarder de plus près comment tout cela fonctionne, parce qu'on ne résoudra pas les problèmes autrement. S'agissant enfin des juridictions financières, on peut que se joindre au rapporteur qui souligne la qualité des travaux de la Cour des comptes, le rôle important qu'elle joue d'ailleurs en matière d'évaluation et celui aussi des chambres régionales des comptes, puisque les chambres régionales des comptes ont quand même une possibilité de contrôle sur des budgets qui sont de l'ordre de 250 milliards et qui, au rythme où ils évoluent, dans quelques années, dépasseront d'ailleurs le budget de l'État. Donc la liaison d'ailleurs entre la Cour et les chambres s'est manifestée par récent rapport sur les finances locales. Je crois qu'il faut saluer un peu ce travail supplémentaire qui permet aux juridictions financières de cadrer sur tout. Simplement, je voudrais souligner qu'il me semblerait nécessaire que les travaux des chambres régionales bénéficient
de davantage de publicité. Je sais bien que leurs lettres d'observation sont définitives sont mises en ligne sur Internet. Je pense que peut-être certaines diffusions, c'est une communication supplémentaire serait forte. Et puis, je voudrais dire notamment, tout en soulignant la qualité du travail qui est fait pour les chambres territoriales de Polynésie et de Nouvelle-Calédonie, que ces chambres souffrent quand même d'un effectif un peu faible, en particulier celle de Nouvelle-Calédonie, qui est dans un pays dont le statut est tout à fait particulier et où le Congrès de Calédonie a partiellement un rôle législatif. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il faudrait être très attentif à renforcer les effectifs de la Chambre de Nouvelle-Calédonie. Là-dessus, je m'interroge sur l'un des indicateurs qui figure sur l'activité des chambres régionales, c'est de la Cour d'ailleurs, c'est l'indicateur 2.1, suite donnée aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes. Si on regarde cet indicateur, on s'aperçoit qu'au fond, 75% des recommandations faites par les juridictions financières sont suivies d'effets. J'avoue que je trouve que cet indicateur me paraît beaucoup plus qualitatif que quantitatif. Et de ce point de vue-là, je ne sais pas comment on peut dire qu'une recommandation est suivie d'effet. Je ne doute pas d'ailleurs que si cet indicateur était appliqué chambre par chambre, le taux de suivi des indications de la Chambre territoriale de Polynésie serait quand même très nettement inférieur à ce chiffre. Mais enfin, là, je trouve que ça manque un petit peu de rigueur. Alors, simplement pour terminer, 2 questions. Est-ce qu'on peut savoir combien de magistrats de la Cour n'occupent pas, ne sont pas en poste aux fonctions, à l'exception, bien entendu, des magistrats qui peuvent être élus ou qui sont élus députés, bien entendu, puisqu'ils ont tout à fait là, il s'agit d'une situation particulière, mais quels sont ceux qui sont, au fond, en fonction dans des administrations autres que la Cour? Est-ce qu'on a une évolution du nombre de ces personnes, parce qu'au fond, c'est peut-être intéressant pour eux, mais ça manque, je trouve que s'ils sont trop nombreux, ça manque un peu à la Cour. Leur compétence peut manquer à la Cour. Et dernière question, j'avoue que je ne comprends pas très bien pourquoi la Cour des comptes a besoin de la réserve parlementaire pour fonctionner, et pourquoi il ne serait pas aussi simple que ces crédits soient inscrits dans le budget de la Cour des comptes. Merci, Monsieur Dauzière. Je passe la parole à Madame Dalloz. Oui, merci, Madame la Présidente. Quelques remarques sur le rapport de Monsieur Vigier. Concernant le CESE, on peut effectivement s'étonner de la gestion qui a été faite par le passé concernant la caisse de retraite. Enfin, c'est assez incroyable que quelqu'un qui soit en charge de la prospective et du conseil des orientations que l'État veut donner, impulser à sa politique, ait commis une dérive de ce type-là sur la gestion des fonds retraite. Je souligne la volonté du président Delevoye de redonner, enfin de revenir à un équilibre financier. Pour autant, il va encore falloir travailler sur la notion de gestion de la performance, parce que ça me semble important, et notamment, comme le souligne le rapporteur, sur les coûts de transport, les frais en charge des déplacements sur les trajets domicile-conseil de la part, enfin de l'ensemble des conseillers. Je crois que c'est assez bien souligné dans le rapport et c'est intéressant. Et puis, concernant les conseillers qui ne siègent pas, je crois que là aussi, nous pourrions avoir un regard un peu plus attentif. Concernant maintenant sur la Cour des comptes, moi je voudrais aussi, comme l'a fait le rapporteur, souligner le travail qui est réalisé par la Cour des comptes. Et il est vrai qu'à la Commission des finances, nous avons quand même très souvent l'occasion de travailler sur les excellents rapports de la Cour des comptes. Pour autant, le président Migaud soulignait quand même une donnée essentielle, c'est que
la procédure devant la Cour de discipline budgétaire et financière assigne aujourd'hui un rapporteur unique pour chaque enquête. Et certainement que le fait de pouvoir travailler en pôle avec une multiplicité de compétences tendrait à rendre à la fois plus efficient et plus cohérent un travail de fond de la Cour des comptes. Et dernière remarque sur le Haut Conseil des finances publiques. Bon, je me suis, dès le départ de cette création, interrogé sur sa pertinence. On le voit bien aujourd'hui dans un budget de 818 000 euros, budget annuel 2014. Est-ce qu'on est en année pleine, en année de croisière? Est-ce qu'il y a encore une progression éventuelle? Et puis sur ce budget-là, il y a quand même 30% du budget qui sont dédiés exclusivement à des expertises externes. Donc on a détaché des gens de la Cour des comptes, enfin c'est prélevé sur le budget de la Cour des comptes. On a un Haut Conseil des finances publiques qui va faire qui va recourir à des expertises externes pour éclairer son avis. Ça me semble être des montages pas très lisibles, pas très clairs, et je voudrais qu'on m'en prouve aujourd'hui l'utilité. Merci Madame Dalloz. Madame Bechtel. Pardonnez-moi de reprendre rapidement la parole, Madame la Présidente, mais j'ai entendu 3 ou 4 choses qui me semblent appeler peut-être quelques observations. Je commence par ce que vient de dire Madame Dalloz sur la Cour des comptes. La proposition faite par Monsieur Vigier, si j'ai bien compris, de rattacher les 2 programmes au Conseil des finances publiques d'une part et Cour des comptes d'autre part, me semble complètement contraire à l'esprit de la loi par laquelle nous avons créé ce Haut Conseil des finances publiques. Quoi qu'on pense de cette institution et de l'inspiration dont elle procède. Ce qu'a voulu la loi et le législateur, c'est que ça ne soit pas une pure émanation de la Cour des comptes. C'est donc un signal un peu singulier que de vouloir fusionner les 2 programmes. Sur ce que M. Vigier a dit du CESE, je dois dire que, d'abord, je signale que le CESE n'est pas une juridiction. Il n'y aurait donc pas conflit de juridiction entre le CESE et les autres juridictions appelées éventuellement à statuer. Je dois dire que la pétition dont il fait état est une pétition qui n'entrait pas dans le champ de compétences de ce Conseil. Social et pas sociétal, et que c'est tout simplement cela la raison pour laquelle il ne pouvait agir. Sur ce qu'a dit M. Dauzière, je dois dire que je suis un peu surprise qu'il nous ait dit que le Conseil d'État aurait mis plusieurs années pour statuer sur une loi de pays. Alors, il est toujours possible, mais je lui rappelle que si cela est exact, il y a parfois un jeu avec au contentieux, c'est du quasi-contentieux, qui fait que, par exemple, il est possible aussi que le territoire ait joué l'inertie pendant longtemps pour n'avoir pas l'avis. Ce n'est qu'une hypothèse que je forme, mais je suis très surprise de cet exemple. Je voudrais lui dire aussi que je suis absolument d'accord avec ce qu'il a dit sur la question de la réforme du droit d'asile, car c'est de cela qu'il s'agit. C'est bien à l'OFPRA que les choses se passent, et on sait très bien que les étrangers qui arrivent à Roissy ou ailleurs demandent tout de suite le récépissé pour demander l'asile en préfecture, qu'un grand nombre déjà d'entre eux ne demandent pas l'asile et donc sont dans la nature, que sur le grand nombre qui restent et qui demandent l'asile, la plupart sont déboutés, parce qu'il faut bien le dire, même si les institutions ne sont pas parfaites, ils sont déboutables. Et que donc c'est un vrai sujet, mais je voudrais rappeler que le ministre de l'Intérieur a annoncé une réforme du droit d'asile et qu'une réflexion est en cours ici même sur cette question très justifiée. Merci Madame Bechtel. Je vais passer la parole à Monsieur le ministre. Oui, merci Madame la Présidente. Concernant les juridictions administratives et la question légitime sur les procédures ou les moyens pour maîtriser l'évolution des contentieux, il est exact que les juridictions administratives en fassent depuis plus de 30 ans une hausse moyenne annuelle de 6% des contentieux. Jusqu'à présent, il a été fait face à cette situation de 3 manières. Renforcement des moyens, création de nouvelles juridictions, notamment en Île-de-France, réforme des procédures, juge unique, procédure accélérée, augmentation de la productivité des magistrats, sur 10 ans, plus 20% dans les tribunaux administratifs et plus 20% dans les cours administratives d'appel. La raréfaction des moyens budgétaires et la limite de la productivité des magistrats imposent, si la hausse se poursuit, de rechercher des voies nouvelles destinées, comme vous l'avez observé, à prévenir les contentieux. La juridiction administrative est favorable à des procédures de conciliation ou de médiation dont le cadre juridique pourrait être défini. Il est également souhaitable de renforcer l'obligation de présenter des recours devant les administrations avant de pouvoir saisir le juge administratif.
les procédures de ce type qui existent déjà donnent de bons résultats. On peut citer le contentieux fiscal ou le contentieux de la fonction publique du point de vue des efforts qui concourent à cet objectif. Je vous renvoie notamment au décret du 13 août 2013 qui, vous le savez, a simplifié un certain nombre de contentieux de masse importants, notamment les contentieux sociaux, les contentieux des permis de conduire et le contentieux de la fonction publique. S'agissant de la situation particulière du tribunal administratif de Melun, ce tribunal est effectivement l'un des plus chargés de France et fait l'objet d'une attention particulière. Ses effectifs de magistrats ont été considérablement renforcés, passant de 25 en 2005 à 48 aujourd'hui, un effectif théorique de 45 avec 3 en surnombre. 2 chambres supplémentaires ont été créées le 1er septembre 2013 et des travaux d'extension immobiliers sont en cours. Les délais de jugement ne cessent de se réduire. Le délai prévisible moyen, qui était de 1 an, 4 mois et 16 jours en 2005, est aujourd'hui de 10 mois et 19 jours, ce qui correspond exactement à la moyenne nationale des TA en métropole. Le gouvernement, naturellement, veillera d'apporter à cette juridiction, si le besoin s'en fait sentir, des moyens additionnels nécessaires. Concernant le Conseil économique, social et environnemental, dans un débat budgétaire, votre rappel et votre question sur la décision prise sur la pétition au moment de l'élaboration de la loi du mariage pour tous est, vous en conviendrez avec moi, particulière, mais je conçois que vous la posiez, mais nous sommes ici dans un exercice budgétaire. Puisque vous la posez, permettez-moi d'y répondre. La position du gouvernement dans cette affaire a été naturellement d'enregistrer la décision du bureau du CESE, qui ne l'a pas surpris et qui correspondait totalement à l'avis juridique qui avait été élaboré sur cette question par le secrétariat général du gouvernement. Je dois dire d'ailleurs que cette décision, à quelques exceptions près, a fait l'objet d'une unanimité des commentateurs sur le plan juridique, car hormis l'engagement qui pouvait être passionnel parfois sur cette question, je ne crois pas qu'on ait bien mesuré ce qu'il en serait de la procédure législative, et c'est le ministre des Relations avec le Parlement qui en parle, si sur chaque texte de loi, il y avait en parallèle la possibilité, quel que soit le domaine et quel que soit l'état de la procédure, de saisir le Conseil économique, social et environnemental. Je pense que ça ouvre des perspectives institutionnelles assez étranges. La réponse était évidemment simple, en vertu de l'article 69 de la Constitution et de l'article 2 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au CESE. La décision appartenait de saisine sur un projet de loi reliant exclusivement au Premier ministre, s'agissant par ailleurs des pétitions citoyennes. Encore faut-il, comme cela avait été précisé dans les rapports préparatoires, que cela entre dans le champ de la mission du Conseil économique, social et environnemental. Puisque vous avez abordé cette question, j'y réponds, mais elle me paraît assez éloignée du débat budgétaire. Par contre, vous avez légitimement posé des questions sur les questions concernant les évolutions financières et les efforts qui sont faits au niveau du CESE, notamment sur le problème de la caisse des retraites du CESE. Vous avez vu le rapport, des efforts ont été naturellement faits, mais concernant le CESE, vous les avez rappelés, ces efforts, hein, c'est la diminution de 15% du montant des retraites, le fait qu'il y a une cotisation qui a été mise en place, dite de sauvegarde, de 1%, qui concerne y compris les anciens retraités, la suppression de la majeure partie des avantages familiaux. Bon, c'est un effort conséquent qui a été fait par le président Delevoye, c'est clair, pour essayer ce
de régler ce problème et ces difficultés, je partage l'avis avec Madame Dallos, ne pouvait que retenir l'attention par ces temps où on a beaucoup, et on a raison, d'exigences collectives sur l'utilisation des deniers publics. J'ajoute que l'augmentation du taux des cotisations en 2011 et progressivement jusqu'en 2020 obéit à la réforme du régime général. Il en sera de même, évidemment, naturellement, concernant la réforme actuellement en cours. Je précise, s'agissant du CESE, quand même, que s'il y a des marges de manœuvre, elles peuvent peut-être aussi se regarder du côté des personnes associées. Je rappelle que l'une des particularités, c'est qu'il y a 72 membres associés, tels que vous l'avez voulu en réformant le CESE, et qu'aussitôt la réforme prévue, ces 72 membres associés dont il était dit qu'ils pouvaient justement être associés à un moment donné par rapport aux travaux du CESE et en fonction de l'expertise du CESE, pour une durée maximale de 2 ans, vous avez quand même trouvé le moyen, en mars 2012, de remplir l'ensemble des postes, 72, et pour la totalité de la période, c'est-à-dire 2 ans. Et de ce point de vue-là, effectivement, peut-être que bientôt s'ouvriront des possibilités pour au moins diminuer un certain nombre de ces postes. Le gouvernement appréciera le moment venu, mais vous comprenez que sur cette question, cette observation peut utilement améliorer le débat. En ce qui concerne la Cour de discipline budgétaire et financière, l'amendement que vous évoquez, Monsieur Vivier, est effectivement considéré comme utile et opportun par le gouvernement. Il pourrait trouver sa place dans une loi de finances. En effet, la rédaction actuelle du Code des juridictions financières peut fragiliser les travaux de la Cour de discipline budgétaire et financière ou les ralentir. Et donc, je vous remercie de cette initiative. Le gouvernement sera attentif à sa concrétisation. En ce qui concerne le Haut Conseil des finances publiques, le programme 340 Haut Conseil des finances publiques a été créé suite à un amendement parlementaire du président de la Commission des finances du Sénat, M. Marini. Toute modification, par définition, relève donc maintenant d'une loi organique. Les charges relatives à la gestion du Haut Conseil des finances publiques pourraient, et je partage votre avis, sans difficulté, être absorbées par la Cour des comptes. Le rattachement du programme 340 au programme 164 ne poserait aucun problème pour le gouvernement si la représentation nationale en décidait ainsi. En ce qui concerne les questions posées par M. Dosière, notamment sur les lois de pays de la Polynésie et sur le respect du délai donné au Conseil d'État, vous l'avez rappelé, le Conseil d'État dispose d'un délai de 3 mois pour se prononcer sur ces textes, dont le nombre a augmenté de façon considérable. Il s'efforce, le Conseil d'État, dans toute la mesure du possible, de respecter ces délais, mais c'est exact, et vous l'avez fait opportunément remarquer, que ce délai a été dépassé dans certaines occasions, sans jamais dépasser de quelques mois la date limite. L'explication est dans la charge très importante que représente notamment les QPC pour le Conseil d'État et qui lui impose de rendre des arbitrages dans le choix des questions qu'il a à traiter. Vous avez été plusieurs à évoquer la réforme du droit d'asile et la situation de la commission de la Cour nationale du droit d'asile. Madame Bechtel, pour partie, a répondu sur ce qu'est cette situation en faisant des observations qui sont justes et pertinentes. En 2012, la Cour a connu pour la 4e année consécutive une hausse des recours, soit près de 36 400 recours, en augmentation de 13,7%.
Cette augmentation supérieure à la demande d'asile elle-même s'explique notamment par une nouvelle progression du taux de recours contre les décisions de rejet prises par l'OFPRA. Le taux de recours contre les décisions de rejet prises par l'OFPRA est monté en 2012 à 87%. En dépit de cette tendance, le nombre d'affaires jugées par la Cour continue de croître, 8% de plus en 2012, soit sur 4 ans, 44,5% d'affaires supplémentaires, ce qui est tout à fait considérable. La Cour, grâce à un effort fait sous l'ancienne majorité, avait d'un seul coup réduit considérablement les délais en une seule année, entre 2010 et 2011, puisqu'ils avaient été réduits de 6 mois en moins d'un seul coup. Ces efforts ont été poursuivis, puisque le délai prévisionnel de jugement a encore diminué en 2012 pour s'établir aujourd'hui à 8 mois et 7 jours. Je rappelle qu'en 2009, le délai était de 14 mois et 28 jours. Donc on est passé depuis 2009 de 14 mois et 28 jours à 8 mois et 7 jours, ce qui montre quand même un effort très important. Les moyens seront donnés à la Cour pour que ce délai, c'est notre objectif, soit ramené à 6 mois et demi en 2014, avec un objectif final de 6 mois en 2015, comme c'est prévu pour l'instant. J'ajoute que, évidemment, ces observations n'enlèvent rien à la pertinence de celles faites par Mme Bechtel, qui reprennent celles qui aujourd'hui préoccupent le gouvernement. Vous le savez, nous avons demandé à 2 parlementaires, Mme Létard et M. Touraine, d'engager une mission de réflexion sur cette question, sur la question des procédures, notamment pas simplement de leur délai, sur la question du rôle joué par la Cour nationale du droit d'asile. Cette situation n'est pas normale, je crois qu'on le constate tous, et ça n'est pas non plus normal pour ceux qui doivent bénéficier du droit d'asile. Le droit d'asile, il doit être renforcé, rapide, efficace, mais aujourd'hui, bien sûr, on voit bien que le taux de refus par l'OFPRA et le taux de refus par la Commission nationale du droit d'asile montrent que manifestement, il y a là l'utilisation d'une procédure par des gens qui ne sont pas forcément dans la situation qui est visée par l'exercice de ce droit, dont je rappelle qu'il est un droit constitutionnel. Et donc, au résultat de ce rapport, ainsi que cela a été dit, le ministre de l'Intérieur fera des propositions dans les objectifs rappelés par Mme Bechtel. En ce qui concerne la situation dans la Chambre territoriale de Nouvelle-Calédonie, M. Dosière, le premier président de la Cour des comptes, a prévu de renforcer d'une unité de magistrats et d'un assistant de vérification la Chambre territoriale de Nouvelle-Calédonie. Concernant la situation des magistrats en poste à l'extérieur des juridictions, aujourd'hui 35% des magistrats de la Cour sont en poste à l'extérieur de la juridiction. Ce pourcentage est constant depuis plusieurs années. Il est sain, me semble-t-il, pour le bon fonctionnement de la Cour, que ces allers et retours entre le contrôle et l'administration aient lieu. Vous connaissez le principe, on contrôle mieux ce qu'on connaît bien. En échange, naturellement, la Cour accueille aussi des fonctionnaires venant de l'extérieur. S'agissant de votre question sur la réserve parlementaire, vous permettrez au ministre des Relations avec le Parlement de ne pas répondre, puisqu'il serait naturellement sur un terrain qui échappe à sa compétence et à ses possibilités d'observation, compte tenu des principes de la séparation des pouvoirs. Concernant les indicateurs, et notamment l'indicateur 2.1 sur le suivi des recommandations, cet indicateur retrace le suivi effectif des recommandations. Le taux élevé, 71% en 2011, s'explique par le souci des juridictions de formuler des recommandations qui sont opérationnelles, elles sont d'autant plus suivies, et le fait que les ordonnateurs soient aujourd'hui conscients que la Cour reviendra vers eux pour vérifier ce suivi, et enfin le fait que l'indicateur mesure les suites
totale et partielle, ce qui peut évidemment expliquer le chiffre de 71%. Voilà, Madame la Présidente, je crois que j'ai fait le tour des questions. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je redonne la parole à Monsieur Vigier qui la demande. Je suis très rapide, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Ministre, de vos réponses, notamment concernant la Cour des comptes. J'ai vu que vous étiez parfaitement ouvert aux propositions que j'avais faites et j'imagine que le président Marini aura à cœur également de simplifier le paysage et de faire en sorte qu'il n'y ait qu'un seul programme, puisque de toute façon, ce sont les mêmes magistrats qui font les choses. Et, Mme Bechtel, la simplification doit être le fil rouge pour tout le monde. La seconde chose sur le CESE, en revanche, je suis assez étonné de votre remarque, Mme Bechtel. Pardonnez-moi, je vous rappelle la loi de 58. Le Conseil économique et social et environnemental peut être saisi par voie de pétition de toute question à caractère économique, social ou environnemental. Si ça n'est pas une question sociale que l'affaire du mariage, pardonnez-moi, je vous ai écouté, je ne comprends plus rien. Et pardonnez-moi, le seuil de 500 000 pétitionnaires ayant été atteint, ou alors vous m'expliquerez enfin pourquoi. Par contre, Monsieur Vigier, je pense que là, on dépasse le débat qui porte sur la partie budgétaire, Monsieur Vigier. Budgétaire. Ce n'est pas que budgétaire, c'est aussi l'analyse de l'ensemble des travaux qui ont été réalisés par ces juridictions ou ce conseiller économique. Et simplement, je voudrais simplement dire à mes collègues qui sont là qu'ils s'est saisi de ces questions a posteriori. Concernant ce qu'a dit M. Dosière sur le Code national du droit d'asile, je partage son sentiment. Et d'ailleurs, je pense que de façon encore plus approfondie, mais avec l'éclairage, puisque le gouvernement s'est engagé sur la réforme du droit d'asile, je crois que ce serait bien de voir comment on pourra faire en sorte d'être encore plus pertinent. Et sur la Nouvelle-Calédonie, je partage également le sentiment de M. Dosière sur le taux de présence des magistrats qui permettrait d'avoir les meilleurs indices de performance. Merci, Monsieur Vigier. Donc nous en avons. Oui, pardon, Monsieur le Ministre. Oui, juste un mot en réponse à M. Vigier pour lui manifester une inquiétude. Je dois dire que si pour les années précédentes, probable que je ne serai plus là, ou possible dans tous les cas, mais si l'exercice consiste dans les rapports budgétaires à avoir une appréciation qualitative sur les décisions rendues, compte tenu du champ concerné, je suis d'une inquiétude terrible parce que si je dois venir ici pour porter des appréciations sur l'ensemble des décisions rendues par le Conseil d'État, les tribunaux administratifs et la Cour des comptes, je pense que je serai dans une difficulté extrême et je tiens à en prévenir votre Assemblée. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Nous en avons donc terminé avec cette commission élargie, mais avant de lever la séance, je vous rappelle, mes chers collègues, que nous allons passer au vote sur les crédits de ces missions, sachant que les votes en séance publique auront lieu le 5 novembre. Donc, je vais raccompagner Monsieur le Ministre et nous allons passer au vote dans quelques instants. Alors, Monsieur Vigier, quel est votre avis sur la mission Conseil et contrôle de l'État ? Favorable. Favorable. Donc je mets aux voix les crédits de cette mission. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Ils sont adoptés. Madame Dalloz, quel est votre avis sur la mission Direction de l'action du gouvernement et sur le budget annexe publications officielles et informations administratives ? Défavorable. Merci. Madame Dalloz, je mets aux voix les crédits de la mission. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Ils sont adoptés. Je mets aux voix le budget annexe. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Alors attendez. 4-3, voilà. Donc le budget annexe est adopté. Monsieur Le Fur a dû nous quitter puisqu'il a présenté la mission Pouvoir public. Il m'a indiqué avant de partir qu'il avait donné un avis favorable. Je mets aux voix les crédits de la mission. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Ils sont adoptés. Prochaine commission élargie lundi 28 octobre à 15h pour les missions relations avec les collectivités territoriales, avance aux collectivités territoriales, financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale. La séance est levée.